Bonjour à tous, bienvenue sur les sentiers du réel, je m'appelle Alexis. Aujourd'hui nous allons revenir avec Anne Givaudan, et oui, en cette fin d'année encore une fois, j'invite quelqu'un que vous avez déjà vu sur la chaîne il y a déjà quelques années de ça, maintenant je pense à peu près 3 ans, c'était à peu près au début de la chaîne, hein. Elle était venue nous présenter donc les elfes, les êtres de la nature. Je mettrai de toute façon le lien si vous n'avez pas encore écouté cette vidéo qui est pour le coup en audio. Et j'ai vraiment grand honneur aujourd'hui de la recevoir en vidéo. Et elle va nous présenter donc son dernier livre, Et si la vie continuait, aux éditions SOIS, SOIS. Donc un livre de 2019 qui est déjà vraiment un best-seller, si je peux m'exprimer ainsi. On va y revenir. Vraiment, c'est un livre qui m'a vraiment ému. Un livre que vous m'avez d'ailleurs envoyé gracieusement, afin que je sache un petit peu plus de quoi il en retournait. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. On va bien sûr pas spoiler le bouquin, sinon ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt est de découvrir justement le personnage qu'est Léa. Et ça, vous allez un petit peu nous en parler. Comment allez-vous, Anne? J'arrête mon monologue. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Alexis. Moi, ça me fait plaisir d'être avec vous à cette émission pour ce livre-là en plus, que j'ai eu beaucoup de plaisir à vivre. Et derrière, c'est vrai qu'il y a un petit mot où c'est marqué ni fiction, ni roman, ni fiction, parce qu'il paraît tellement être comme un roman, ça se lit comme un roman, et c'est ça qui est assez fabuleux, parce que la vie est un roman en définitive. Exactement, exactement. Et chaque histoire de vie est comme ça, c'est ça. Je me dis, mais chaque vie, en fait, c'est vraiment un roman. Oui, tout à fait. On a tous un rôle bien déterminé apparemment ici, quelque chose qu'on pourrait aussi éventuellement évoquer, que vous avez d'ailleurs évoqué dans ce bouquin. Si ce n'était que ça, vous avez évoqué tellement de choses, en fait, voilà, c'est encore une fois, comme je le dis, c'est un bouquin qui fait quoi, un peu plus de 200 pages, de 220 pages à peu près. On pourrait, voilà, en parler pendant des heures, mais le but est de le découvrir vraiment soi-même, de le digérer, de l'ingérer. Et en tout cas, je le disais, en fait, je conseillerais même, mais là, on va déjà passer par la fin, que pour les personnes qui n'ont vraiment pas facile à lire, alors moi qui n'ai plus beaucoup le temps de lire en ce moment avec toutes les émissions, je l'ai vraiment dévoré sur trois soirées, hein, à l'aise, tranquillement. Voilà, et vraiment, c'est très facile à lire. Je crois que pour les novices de la question d'après la mort, ça peut se lire comme un roman, comme vous l'avez dit. Pour les personnes qui connaissent de toute façon le thème, hein, qui connaissent un petit peu tous ces mondes de l'au-delà, vous découvrirez celui-ci de toute façon sous de nouveaux cieux. Et pour les personnes qui ont déjà éventuellement fait une expérience NDE ou qui ont déjà des expériences de médiumnité, pourquoi pas, cela confirmera déjà votre acquis. Voilà, en tout cas, Anne, nous allons donc parler de cette jeune fille qui s'appelle Léa. Et donc, c'est une jeune fille qui est malheureusement fauchée par une voiture. Oui, elle a un accident de voiture quand elle meurt. Dans cet accident, mais elle ne le sait pas. Et ce qu'il y a, c'est que moi, en fait, moi, je l'accompagne, mais elle ne me voit pas. Et je sais ça parce qu'avant chaque livre, bon, j'ai quand même les êtres avec lesquels je travaille qui me disent, bon, un peu, mais qui me donnent que une ou deux grandes lignes et qui me demandent si, OK, est-ce que tu es d'accord pour vivre telle chose, quoi. Donc, je commence à avoir des flashs, je commence à avoir des choses, mais je ne connais pas d'histoire, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, je me prépare, je sais que je vais écrire, je sais que je vais vivre quelque chose d'important. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis une jeune femme qui vient de mourir d'un accident de voiture, qui ne me voit pas, qui ne m'entend pas. Je suis là comme un témoin, en fait, et je raconte ce qu'elle est en train de vivre. On ne se voit qu'à la fin, en définitive. Donc, ça commence comme ça. Effectivement, alors ça tombe bien pour les fêtes de fin d'année. J'ai presque envie de dire que c'est un bouquin qui peut s'offrir à soi-même et offrir aux autres, parce que bon, il y a un petit peu, disons, moi j'ai un petit peu retrouvé un peu les termes de Scrooge qu'on connaît tous un peu en Amérique, où la personne finalement revit un petit peu, va revoir les lieux du passé qu'elle a vécu, les lieux les personnes qu'elle a rencontrées également. Elle va tout au long de ce livre, tout au long de ce périple, comprendre des choses. On va pas tout dire, bien entendu, mais voilà, c'est très 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 important. Alors notamment, justement, elle va rencontrer son assassin. Alors elle le nomme l'assassin, mais elle a un travail à faire
Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Hein. C'est ça, parce qu'au départ, en fait, bon, comme elle ne s'est pas rendue compte, c'est souvent ce qui se passe dans un accident ou dans une mort brutale, même un arrêt cardiaque, hein, c'est la même chose. Moi, j'ai déjà vu des personnes qui mouraient d'un arrêt cardiaque en ouvrant leur porte, et sur les plans d'après-vie, elles continuent à essayer d'ouvrir la porte, jusqu'à ce que tout d'un coup, elles se disent, bah, un peu comme dans le sixième sens, il essaie d'ouvrir et puis à un moment donné, il s'aperçoit qu'il ne peut pas ouvrir, quoi, qu'il y a quelque chose qui ne colle pas dans l'histoire. Elle, c'est ça. Alors, elle arrive, mais elle va penser d'abord à son portable. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mon portable? Qu'est-ce que j'ai fait de mon sac? Qu'est-ce que j'ai fait de mes affaires? Enfin, bon, bref, elle a la recherche de ses affaires, mais d'une façon très, très ordinaire, quoi, on pourrait dire. Et moi, j'ai eu beaucoup de plaisir parce qu'en fait, c'est quelqu'un de très spontané, Léa, et qui se pose des questions que tout le monde peut se poser. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais c'est drôle parce qu'en fait, ces questionnements, ces interrogations, ces colères, euh, bon, c'est les différentes émotions par lesquelles elle passe, ben, ça peut nous concerner tous. Et avant vie, après vie, et puis on se dit, ouh, mais on a intérêt à régler certains trucs avant de mourir parce que après, ça peut être chouette, mais ça peut être aussi douloureux, quoi. Et c'est ce qui s'est passé pour elle parce que, donc justement, vous parlez de l'assassin là, et elle est très en colère contre ce gars qui vient de la percuter. Et elle dit, mais en fait, c'est un fou, il a bu, on devrait le tuer. Enfin bon, toutes les réflexions de quelqu'un qui est très en colère, quoi, en fait. Et puis, petit à petit, les choses vont changer parce qu'à un moment donné, bon, bah, forcément, comme les personnes qui meurent, il y a tout un périple qu'elle accomplit. Et puis, à un moment donné, bon, il y a quand même aussi, elle est jeune, elle vient de mourir d'un accident, et il y a des dons d'organes qui sont faits. Et c'est là où elle a, à un moment donné, elle est à nouveau très en colère parce qu'elle voit les différentes personnes qui vont recevoir ces organes, dont la femme de celui qu'elle considère comme son assassin. Et là, bon, elle a un choc. Mais en même temps, ce qui est drôle, c'est que je veux dire, elle a l'impression au départ qu'on lui vole ses organes, comme si ça faisait partie d'elle. Elle dit, mais on me vole mes organes, enfin, etc. Mais il y a quand même un guide avec elle. Il y a un guide qu'elle ne voit pas, mais qu'elle entend par contre, contrairement à moi. Donc, qui la conseille, qui lui explique, qui lui parle, et qu'elle ne verra aussi qu'à la fin, d'ailleurs, mais qui est un guide, disons, je dirais cosmique. Donc, vraiment d'une grande importance. C'est pas juste quelqu'un qui va lui donner des conseils quotidiens. C'est vraiment quelqu'un qui est là pour la guider vers quelque chose d'important. Mais elle ne sait pas encore, moi non plus d'ailleurs. Donc, on découvre ça ensemble. Et ce guide lui dit, mais à un moment donné, elle dit, mais je vais mourir. Mais il lui dit, non, tu peux pas. C'est déjà fait. Donc, il y a quand même des choses que je trouve drôles, quoi. Et quand elle s'aperçoit que son foie, par exemple, va être donné à la femme de la personne justement qui l'a percuté, là, elle est à nouveau, elle est très perplexe, elle est en colère, mais en même temps, elle ne sait pas trop quoi faire parce qu'elle voit que cette femme est malade. C'est pas de la faute de la femme. Et elle perçoit toutes les interrogations, tout ce qui se passe. Et c'est à ce moment-là où elle va commencer à voir qu'il y a des relations qui sont autres, que rien, je veux dire, c'est en fait que ce qui nous arrive n'est de la faute de personne. C'est pas, on est l'artisan de nos histoires. En même temps, je trouve que c'est un livre qui donne un souffle de liberté. C'est-à-dire, on n'est pas là la victime de l'imbécile qui va nous percuter. On n'est pas, voilà, on n'est pas malheureux. On est artisan de ce qui nous arrive. Et je trouve que ça donne ce sens c'est comme si ça nous redonnait conscience que en fait, on est libre et qu'on a un grand pouvoir sur ce qui nous arrive et la façon dont on prend ce qui nous arrive aussi. Et ça, je trouve ça chouette parce qu'effectivement, et puis on s'aperçoit qu'évidemment, une vie, c'est rien, quoi. Je veux dire qu'on en a des tas de vies derrière. Et que ces vies-là, ben forcément, elles ont un impact sur celles d'aujourd'hui. Et que les relations qu'on a, bonnes ou mauvaises, avec certaines personnes, eh ben, je veux dire, ça tient du fait qu'il s'est passé d'autres histoires avant. Et c'est là où elle est en train de découvrir petit à petit, à la fois, ben, disons, tout ce que vit une personne qui vient de mourir d'un accident,
ou d'une maladie, enfin, ou plutôt de quelque chose de violent, de rapide. Et puis en même temps, aussi tout ce qui a fait qu'elle en est arrivée là aujourd'hui. Parce qu'elle a que 35 ans, elle était pleine de vie, mais il y a des choses effectivement qui n'étaient pas déjà jouées, quoi. C'est ça, et elle comprend finalement beaucoup plus de personnalité de sa famille, de ses amis aussi, parce que elle assiste Oui. naturellement à son enterrement, etc. Voilà, Voilà, il y a tout un périple, enfin tout un parcours, quoi. Et à un moment donné, elle essaie de montrer qu'elle est vivante, elle essaie de trouver comment faire pour montrer donc à des gens de sa famille. Elle essaie de contacter sa mère, mais il y a trop de tristesse chez sa mère, et dès qu'elle s'en approche, sa mère pleure 10 fois plus. Elle finit par renoncer. Enfin, bon, je veux dire, et puis elle rencontre aussi des personnes qui sont aussi, qui ont quitté leur corps, qui sont mortes aussi, et puis qui ne sont pas accompagnés, enfin je veux dire, ou qui n'ont pas, et qui lui demandent de l'aide. Alors qu'elle, elle est déjà en pleine panique, enfin en pleine recherche, en tout cas, panique peut-être pas, mais recherche, et qui lui disent, mais qu'est-ce que je fais moi, je voulais moi être incinérée, on m'enterre. notamment ce monsieur qui justement voilà voulait se faire incinérer. La famille n'a pas accompli ça parce qu'elle était contre. Mais finalement, c'est un bouquin qui révèle beaucoup de problèmes sociétals quelque part vis-à-vis même de l'humain, hein, de sa compréhension avec justement l'au-delà, avec le fait que, avec même l'amour, parce que ça aussi, on est un petit peu tous handicapés, on ne se parle pas ici, et de l'autre côté, tout semble ok, tout semble finalement réglé, comme si dans le plus grand des calmes, alors qu'ici, effectivement, les gens n'arrivent pas à se dire je t'aime, à exprimer, c'est un petit peu triste, et c'est ça que vous, justement, vous mettez en valeur dans ce livre. Elle a une vision plus large, quoi. Disons qu'au début, bon, bah, ce père, par exemple, qui a été père que très peu de temps, en fait, et qu'elle voit, donc elle, qu'elle va voir, disons, elle le voit forcément avec une autre compagne. Et puis, elle écoute. Et c'est là qu'elle se rend compte qu'en fait, le jugement qu'elle avait porté sur lui n'était pas juste. Et que lui aussi, il avait une histoire avec elle avant. Forcément, je veux dire, il n'y a pas de rencontre sans qu'il y ait eu quelque chose qui se soit passé. On s'est tous connus d'une façon ou d'une autre. On a eu tellement de vie derrière nous. Je veux dire, chacun, qu'on ne peut pas être inconnu l'un pour l'autre. Après, on a eu des vies qui nous ont plus imprégnés que d'autres. Mais bon, je veux dire, on se connaît tous pratiquement, quelles que soient les races, quels que soient les âges, quelles que soient les personnes. On s'est tous rencontrés à un moment donné ou à un autre, parce qu'il s'est passé tellement de choses. Et là, elle s'aperçoit que les jugements qu'elle porte, elle se dit, mais que ce soit sur elle, que ce soit sur sa famille, que ce soit sur son père qui les a laissés, elle se rend compte qu'en fait, elle s'était fait une idée complètement fausse de tout. Et qu'elle est obligée de remettre les choses à leur place. Et en même temps, le guide qui l'accompagne, elle entend sa voix qui est rassurante, qui est joyeuse, qui est vraiment sereine, et qui l'aide à pacifier tout ça. Et puis, à un moment donné, elle se dit, mais en fait, on est toujours en train de se faire des nœuds avec des histoires qui n'existent pas. Et là, le guide lui dit, mais oui, c'est le jugement, c'est peut-être ce qui nous entrave le plus dans la vie. C'est de juger un acte, de juger une personne, de se juger soi. Même son corps, quand elle accompagne son corps et qu'on est en train de prélever des organes, elle se dit, mais en fait, ce corps, j'ai envie de l'accompagner jusqu'au bout parce que ça fait 35 ans qu'il m'accompagne et qu'il est avec moi. Et elle arrive à se distancier de ce corps, je veux dire, de plus s'identifier à son corps. Mais en même temps, elle se dit, ah, je l'ai pas aimé, je trouvais mon nez trop petit ou trop gros, je sais plus. Et puis, je me serais bien fait toutes les chirurgies esthétiques possibles. Et puis, je me trouvais trop maigre. Et puis, les seins trop petits. Enfin, et elle dit, mais là, je me rends compte que c'est tellement ridicule que, en fait, il a fait tout ce qu'il fallait, ce corps, pour que je puisse vivre les 5 sens, par exemple. Je veux dire, pour pouvoir éprouver, pour pouvoir le toucher, le goûter, le voir, sentir. Elle dit, mais c'est magnifique, tout ce qu'il m'a apporté.
Et elle dit, quand je pense que je me suis toujours plainte de ce corps parce que je le trouvais jamais adéquat, parce qu'en fait, je ne m'aimais pas, quoi. Et il y a plein de choses dont elle se rend compte, mais qui sont des évidences. Et on se dit, mais si on s'en rendait compte avant, mais notre vie serait tellement plus simple. Et c'est en ce sens que, bon, je veux dire, pour moi, ça a été aussi un beau parcours, quoi. C'était sympa. Alors c'est vrai que à chaque chapitre vous mettez une petite situation, dont justement les vôtres. Et là j'en ai retenu une de Saint-Exupéry qui dit: ce qui donne un sens à la vie donne un sens à la mort. Moi je dirais plutôt le contraire: ce qui donne un sens à la mort donne un sens à la vie. Finalement, quelque part, en connaissant, en connaissance de cause, avec justement l'après-vie ou l'après-mort, c'est comme on veut, finalement on devrait un petit peu plus apprécier cette vie-ci avant de passer de l'autre côté. Et je pense que voilà, c'est ça le message, hein. En conclusion, Oui, on n'est pas en on fini. s'aperçoit qu'il n'y a pas de hasard, qu'il n'y a pas de. Je veux dire qu'on n'est pas victime de quelque chose, qu'en fait, on se crée une vie, et que si on ne la juge, si on ne juge pas les événements et les personnes, à ce moment-là, on va comprendre bien au-delà, je veux dire, de notre compréhension due à notre éducation, due à tout ce qu'on ferme habituellement, parce qu'on a une éducation, parce qu'on a des principes, parce qu'on a des lois qu'on se crée et qui nous enferment complètement. Et c'est le moment, je veux dire, la Terre est en plein changement, et c'est vraiment le moment de faire casser toutes ces structures, et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu cette expérience-là et ce livre, parce que c'est vraiment, on casse les structures pour aller vers autre chose, pour s'ouvrir à l'amour, à la vie, à ce qu'elle apporte, à la planète Terre aussi, à ce qu'elle nous apporte, qui est vraiment un être vivant aussi. Hein, Bien sûr. Alors justement, vous faites un petit, une petite aparté par rapport à toutes ces manifestations finalement qu'on vit depuis à peu près 2 ans. Elles sont mondiales actuellement, hein, pas qu'en France, elles sont partout. Et vous dites effectivement dans le livre qu'il n'est pas nécessaire de se battre contre justement eh bien, les maîtres du monde, ceux qui nous dominent en tout cas, parce qu'il faut plutôt travailler sur soi-même pour travailler sur l'extérieur. C'est quelque chose qu'on redit souvent sur les sentiers du réel. C'est vrai que c'est d'abord l'intérieur et puis l'extérieur. Ça m'a paru évident, je dirais, et puis le guide qui en parle vraiment d'une façon très, très sereine. Je veux dire, il n'y a pas de jugement. Et il dit, en fait, tout ce qui se passe qui vous semble négatif actuellement et qui est créé par les forces de l'ombre, mais il ne le prend pas d'une façon négative. Il dit, en même temps, ça oblige les personnes à se réveiller. Et il dit, en ce sens, c'est positif. Et il dit, de toute façon, l'ombre travaille toujours pour la lumière, même si elle ne le sait pas. Et ça, je veux dire, c'est une phrase qui paraît banale parce qu'on l'a beaucoup entendue, mais en même temps, c'est tellement vrai parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, c'est une évidence, quoi. Je veux dire, tous ces bouleversements, on se dit, comment on va s'organiser, comment on va être solidaires entre nous, qu'est-ce qu'on va faire pour que la planète aille mieux ou pour que nous, on aille mieux sur cette planète aussi. Et du coup, ça nous donne une inventivité, ça nous oblige à chercher, ça nous oblige à nous bouger, quoi, en fait. Et cette espèce de côté un peu endormi, que effectivement sans doute les gouvernants et tous ceux qui nous gouvernent de façon occulte aussi espèrent, mais ça nous oblige en fait à nous réveiller et à nous dire, non, on nous a assez raconté d'imbécilité, ça va, quoi. Je veux dire, on va faire autrement maintenant. On va se faire confiance, on va arrêter de penser qu'on n'est pas puissant, on va arrêter de penser qu'on n'est rien, et tout ça, c'est contenu justement dans ce qu'elle vit, Léa, et où elle se rend compte qu'en fait, oui, on est puissant, on a du pouvoir, on peut changer les choses, on peut se changer, et le regard qu'on va porter sur l'extérieur et ce qui va se passer à l'extérieur, qui est toujours en correspondance avec ce qui est à l'intérieur de nous, va changer. Et ça, c'est important aussi. Donc, c'est ça. Hein, Et c'est vrai que, oui, c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup d'énergies qui sont secouées. Et je pense qu'il est important de pouvoir un petit peu se recentrer sur soi-même, sur sa famille, sur ses amis, en tout cas sur soi-même, peut-être dans des endroits paisibles. Alors c'est vrai que là, vous êtes dans une belle forêt, un décor en tout cas. Mais c'est vrai que voilà, c'est ce manque de nature aussi qui est vraiment, voilà, on le sait tous, un petit peu de méditation, ce serait pas plus mal. Et je pense que voilà, essayer de ne pas réagir en tout cas. D'agir, mais de ne pas réagir. Ça, D'agir, c'est voilà. important. Oui.
Et c'est quand on dit, bon, on agit, c'est pas la peine d'aller contre, effectivement, parce qu'à chaque fois qu'on va contre quelque chose, contre ce qui se passe, à ce moment-là, on nourrit l'énergie qu'on ne voudrait pas voir. Alors que quand on agit pour, je veux dire, par exemple, on n'agit pas contre la guerre. Quand on agit contre la guerre, on nourrit la guerre. Quand on agit pour la paix, on nourrit la paix. Et je veux dire, dès qu'on a ce principe-là déjà bien ancré en nous, à ce moment-là, on va savoir comment faire. On va savoir comment on va pouvoir justement agir. Et ce qui est important aussi, et ce qui est dit par le guide de ce livre qui s'appelle Ra, donc, et qui a été un des grands enseignants de la Terre, c'est que en fait, c'est important en fait de vraiment, oui, d'agir pour, quoi, d'être cohérent entre nos pensées, nos actes et nos paroles. Et à ce moment-là, quand il y a de la cohérence, il dit, mais vraiment, agissez avec cohérence. Et bon, on en parlera peut-être après. Bon, il y a un obstacle, effectivement, mais bon, on verra après. Mais cette cohérence est importante. Par exemple, on dit, bah, c'est surtout pour les fêtes de Noël, là, on dit, bon, ah, j'aime les animaux, etc., mais j'en mangerai bien un petit peu quand même. Bon, je veux dire, bon, c'est déjà incohérent, quoi. Quand on voit les animaux qui font nos vêtements, nos chaussures ou nos sacs, bah, est-ce qu'on est fait pour ça, je veux dire. Puis après, on va se plaindre parce qu'il y a des êtres d'autres planètes, par exemple, qui vont faire des prélèvements sur les humains. Je veux dire, on n'arrête pas, nous, de faire ça. Donc, notre incohérence entraîne des incohérences envers nous aussi. Et je crois que c'est un sujet important d'être cohérent. Cette cohérence, c'est vraiment, d'ailleurs, pour nous, par exemple, dans la maladie, c'est vraiment l'incohérence. C'est quand il y a une rupture entre notre pensée, nos actes, la pensée, les paroles, les actes, ou entre nos différents corps, ce qui revient au même en définitive, quoi. Je veux dire, et dans le monde actuel, on est très pris par nos émotions. Et c'est vrai que nos émotions, ce sont elles qui nous gèrent, ce n'est pas nous qui les gérons. Et c'est ça le problème, c'est que maintenant, il faut vraiment passer à un moment donné où on est d'accord. C'est pas qu'on va éradiquer nos émotions, il y a plein d'êtres, d'autres planètes qui nous surveillent et qui étudient nos émotions parce qu'eux n'en ont pas et qu'ils aimeraient en avoir. Ils aimeraient comprendre comment ça marche, ils aimeraient savoir cette énergie qui nous pousse, mais dans le bon sens, quoi, en fait, parce qu'elle peut être très destructrice, elle peut être aussi très constructrice. Donc vraiment, les émotions, c'est quelque chose d'important à condition d'en devenir maître. Et jusqu'à présent, c'est pas ce qui arrive, quoi. Je veux dire, on se fait submerger par nos émotions, on se fait balloter par nos émotions, et c'est elles qui vont créer des problématiques, qui vont créer des problèmes même entre nous, entre les gens en général, entre les humains. Et en fait, c'est vraiment le moment de se dire, bon, ben maintenant, ok, mes émotions, je les regarde, et qu'est-ce que je peux faire avec? Est-ce que je suis capable à un moment donné d'aller au-delà ou d'agir avec ou de faire quelque chose avec? On voit qu'on est à la campagne. Hein. Ben oui, mais les animaux ont le droit de parole aussi. On a une rubrique animaux, d'ailleurs, ça tombe bien. Alors, qu'est-ce que c'est que je voulais dire aussi, rajouter? Oui, notamment, je crois que Ra, enfin le guide en tout cas, demande, en tout cas conseille à Léa d'un petit peu analyser, je ne sais plus de quelle manière, mais analyser ses émotions justement, d'aller au-dessus, au-delà du premier sentiment qu'elle a de colère ou de tristesse, et de pouvoir justement mettre des mots là-dessus. Parce que c'est pas toujours évident. On a, comme vous dites, on est submergé d'émotions, et ce sont, comme vous dites très très bien, pas nous qui les contrôlons, mais les émotions qui nous contrôlent, très important. Mais je crois qu'on peut retrouver ce contrôle, justement. On peut, disons, inverser la vapeur. La vapeur, et pour justement mettre des mots, ou pour comprendre pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on souffre en tristesse, en colère, parce que la colère c'est une souffrance aussi malgré tout. Voilà, ce sont des choses qu'on devrait pouvoir se poser et pouvoir justement se poser, j'en reviens toujours au même point, un petit peu réfléchir à tout ça, essayer
d'une manière alchimique, en tout cas le transcender. Le transformer, c'est ça, le transmuter. La colère, c'est vraiment parce qu'on a l'impression qu'il y a une injustice. Mais si on a l'impression qu'il y a une injustice, ça veut dire qu'on a un jugement sur ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et à ce moment-là, et c'est comme la culpabilité, je veux dire, ça ne sert qu'à empoisonner un peu plus l'atmosphère terrestre. Et l'atmosphère terrestre a vraiment en ce moment besoin de lumière et pas vraiment besoin d'être influencée de cette façon-là par des émotions qui vont, disons, polluer l'atmosphère, quoi. Alors vous évoquez l'enfance aussi, notamment il y a un petit enfant qui aperçoit Léa en fait au pied du lit. Donc Oui, alors elle a eu, bon, elle revoit des pans de sa vie qu'elle a même oublié. À un moment donné, bon, Ra, donc son guide, l'accompagne et puis lui dit, là, il y a encore quelque chose à voir. Elle dit, mais j'ai l'impression d'avoir fini. Non, 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 il y a encore quelque chose. Et puis, elle voit un petit enfant de 5 ans, enfin bon, ou 4 ans, qui arrive vers elle. Et l'enfant, à un moment donné, donc, qui était à l'école maternelle, quoi, donc est en train de communiquer avec elle sur un autre plan. Donc il s'est mis en retrait et il fait comme s'il dormait et puis il communique avec elle. Et là, il lui explique qu'en fait, c'est l'enfant dont elle a avorté à un moment donné quand elle était plus jeune, quoi, qu'elle était lycéenne ou étudiante, et puis qu'elle est tombée amoureuse d'un gars. Bon, ils ont fait l'amour, mais elle ne voulait pas d'enfant. Et donc, elle s'est fait avorter à ce moment-là. Et là, à ce moment-là, là, évidemment, on n'oublie pas ce genre de choses, mais quelquefois, on a envie de l'oublier et on occulte. Mais ça revient à la mémoire et elle s'est dit, mais oui, c'est vrai, c'est un pan de ma vie que j'ai envie de guérir aussi. Et c'est comme si chaque étape, tout ce qui lui est montré, c'est comme s'il fallait qu'elle guérisse chaque chose, quoi. Il y a des choses où elle s'est sentie victime, des choses où elle a fait des choses qu'elle se reproche, où elle se sent coupable. Et toutes ces choses-là sont en train de revenir parce que ben, elle les a pas guéries de son vivant. Donc c'est vrai que l'idéal, c'est quand on guérit du vivant, bon, ok, c'est réglé. Tandis que là, ben, elle est en train de revoir ça et puis de les revoir avec un autre regard, avec une aide déjà, ce qui est quand même plus facile. Et c'est comme si tout d'un coup, ça planifie. Alors on se dit, mais c'est facile sur les plans de l'après-vie. On a l'impression que, hop, bon, ben, tout va se pacifier. Mais elle vit quand même des émotions fortes. Et moi, j'ai senti en étant près d'elle combien ça pouvait être douloureux quand même. Et elle peut se raccrocher à rien à ce moment-là. Si ce n'est au fait que de se dire, ben, effectivement, qu'est-ce que je vais faire avec ça et d'avoir envie de remercier cette entité, ce petit garçon qui est né ailleurs, donc un peu plus tard et puis de s'excuser auprès de lui, quoi. C'est peut-être une chose qu'on ne peut pas forcément faire de notre vivant parce qu'on ne voit pas forcément où s'est incarné l'enfant qu'on a refusé. Et alors, il arrive souvent, moi, ce que j'ai souvent vu, c'est que des personnes adoptent un enfant qui a été l'enfant qui a été avorté dans une autre vie ou à un autre moment. Et ça crée souvent des adoptions dans des vies suivantes. La personne ne peut pas avoir d'enfant, mais elle va avoir cet enfant-là, elle va adopter cet enfant-là. Donc, c'est pour dire que la vie est quand même incroyable parce qu'elle arrive à nous mettre sur notre route tout ce qu'il faut pour qu'on puisse pacifier ou guérir des vieilles histoires ou régler des vieilles histoires en définitive. Donc, c'est ce côté incroyable. Donc, elle, comme elle n'a pas pu le faire, parce qu'elle est quand même assez jeune et qu'elle n'a pas eu le temps sans doute de voir quoi que ce soit de ce genre-là, se retrouver devant cet enfant, ça lui fait revivre son histoire. Après, évidemment, elle a aussi été victime, aussi plus petite, d'autres histoires aussi. Hein. Et puis ensuite, elle va remonter encore plus dans le temps. Ra va l'aider à remonter dans d'autres vies encore importantes. Quoi. Et de retrouver des êtres avec qui elle était en lien, et elle guérit au fur et à mesure toutes ces histoires. Alors on va se dire, bah, ah, ça vaut le coup d'être mort. Alors bon, c'est bien. Quoi. Je me suis dit, bon, bah, est-ce que ça va donner envie? Non. Parce que bon, quand j'ai écrit le livre sur le suicide, c'est sûr que bon, ça donne pas envie de se suicider non plus. Même si c'est très paisible ce que racontent les personnes qui se sont suicidées, mais je veux dire, ça donne pas envie. Par contre, de régler les affaires
de régler nos histoires, de ne pas juger parce qu'on sait que derrière il y a autre chose, qu'on ne comprend pas toujours, mais que c'est pas du hasard, quoi, qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. À ce moment-là, ça c'est important. Parce qu'on va être beaucoup plus paisible, on va se dire: «Bon, OK, on a ça, mais pourquoi est-ce que je m'attire ça? Pourquoi est-ce que je me suis attirée, par exemple, un parent ou un père ou pourquoi est-ce que mon père m'a abandonnée quand j'étais gamine? Pourquoi est-ce que qu'est-ce qui s'est passé?» Alors on ne le sait pas évidemment, mais on peut au moins se poser la question. On peut se dire: «Bon, bah, il y a une bonne raison que je ne connais pas, peut-être j'en saurai plus, mais au moins je pacifie avec ça. Je ne vais pas me faire des nœuds qui vont encore m'alourdir alors que j'en ai pas besoin, quoi. Je veux dire que je peux passer à autre chose. C'est vraiment le moment maintenant de ne plus regarder dans le rétroviseur, quoi. Je veux dire, on est toujours les humains en train de regarder dans le rétroviseur, on est les seuls à faire ça et de regarder toujours en arrière. Alors, en arrière pour guérir nos vieilles histoires, bien sûr, mais en même temps pour rester sur des regrets, sur des colères, ça sert à rien, quoi. Je veux dire, ça nous handicape, on a l'impression de traîner un boulet alors qu'on peut passer à autre chose. Et vraiment, là, la planète demande ça, l'époque demande ça. C'est vraiment guérissons nos histoires comme on peut, mais la vie nous propose de le faire, hein, de toute façon. Par exemple, pour Léa, je veux dire, la vie elle-même lui a proposé, dans les dons d'organes, dans l'accident qu'elle a eu, dans le père qu'elle a eu, dans l'oncle qu'elle a eu, je veux dire, l'enfant qu'elle n'a pas voulu. Toutes ces histoires qu'elle a eues, en fait, en même temps, elle règle ou elle a réglé de vieilles histoires. Et donc, c'est important de se dire, je veux dire, de ne pas se prendre la tête et de se dire, bah oui, ok, ce qui nous arrive, bon, on n'est pas des victimes. C'est important, quoi. On n'est pas des victimes. On règle certaines affaires de notre vie et on est capable de le faire. Et on est en même temps on peut se tenir debout, quoi. C'est-à-dire pas de la faute de l'un, de la faute de la vie, de la faute de ci, de la faute de là. C'est fini ces histoires-là. Je veux dire, c'est vieux de dire ça. On peut plus dire ça, quoi. Je pense qu'il est important de se dire que malgré les influences peut-être externes qui effectivement dans l'occulte, en tout cas dans tout ce qui est un petit peu plus sombre, peut nous, et même dans l'alimentation et dans tout le reste, peut nous contrôler, peut-être nous rabaisser. Je pense qu'on a toujours le choix. Je pense qu'on a toujours le choix de stopper ça, de changer de sentier, de prendre un autre sentier, d'aller voir ailleurs. Si on y est, pour le coup, si on peut s'y retrouver, mais c'est vrai, c'est un peu ça. Et est-ce que vous pensez justement que le fait de comprendre ces mécanismes de la réincarnation, du karma, etc., de ce karma qui est un petit peu en train d'évoluer, hein, parce qu'on dit qu'il n'est plus trop figé apparemment, est-ce que vous pensez qu'en comprenant tous ces mécanismes-là, on peut éventuellement sortir de cette fameuse roue du samsara, en tout cas celle qui nous réincarne à chaque fois ici, tel un Sisyphe qui chaque fois refait tout depuis le départ. Je pense qu'il y a quand même. Pour moi, c'est une évidence. C'est-à-dire, on n'est pas fait pour s'incarner sans arrêt. Quoique, à un moment donné, il y a des personnes qui ont fini leur cycle d'incarnation et qui se disent, on va quand même revenir sur Terre. Jusqu'à, par exemple, les bodhisattvas qui se disent, jusqu'à ce que le dernier habitant de la Terre soit passé à un autre niveau, je m'incarne, ok, je l'accepte. Mais bon, je veux dire, il faudrait qu'à un moment donné, ce soit effectivement de plus en plus volontaire et pas forcément une obligation. Mais je crois que jusqu'à ce qu'on ait traversé ou vécu tous les rôles, parce qu'en fait, ce sont des rôles qu'on est en train de vivre, et ça, c'est important de se le dire aussi, de se dire, on est des acteurs, on enfile un vêtement, on enfile le vêtement d'un acteur, mais on est beaucoup plus que l'acteur. Je veux dire, c'est comme si un acteur s'identifiait à son rôle et point final. Mais non, un acteur, il est beaucoup plus que ça. Il a sa vie, il est une autre personne. Et il peut faire 10 rôles et il sera toujours quelqu'un d'autre, enfin, je veux dire, en même temps. Donc, c'est pas l'acteur. Donc, c'est important de se dire, ben oui, je suis un acteur. Je vais jouer au mieux le rôle dans lequel que j'ai choisi, en fait. Et tout ce que je peux faire grâce à ce rôle, en même temps, ou à cause de ce rôle, enfin peu importe, mais en même temps grâce à ce rôle, et de savoir que nos pensées, c'est maintenant ce qui va influencer le plus tout ce qui peut nous arriver. Et que c'est extrêmement important de redevenir maître de nos pensées, comme sur les autres planètes, quoi. Je veux dire, moi,
par rapport aux planètes que j'ai pu visiter, par rapport aux contacts que j'ai pu avoir avec des êtres de l'espace, et puis aux contacts qui sont quand même assez fréquents, mais que ces êtres-là, je veux dire, je m'aperçois qu'eux, ils sont passés déjà au-delà. Leurs pensées, ils savent les gérer. Et quand on est dans un vaisseau, par exemple, on s'aperçoit que le vaisseau, c'est pas que de la matière comme nous, une voiture. Je veux dire, c'est quelque chose qui va vibrer avec nos différences d'humeur, avec nos pensées. C'est quelque chose de complètement vivant qui fait partie je veux dire, c'est comme une création, mais qui fait partie d'eux. Donc, ça peut grandir, rétrécir, ça peut changer de forme, ça peut changer de couleur, ça peut servir à tel ou tel. Ça peut devenir plus petit, il peut y avoir des tas de choses qui peuvent se passer parce qu'ils ont compris ce principe-là, et qui est un principe qu'on va être en train d'acquérir, peut-être en physique quantique, je ne sais pas parce que je ne suis pas scientifique, mais en tout cas, ça me paraît évident qu'on est en train de changer les donnes, même au niveau physique, qui fait qu'on va commencer à comprendre, par exemple, la gravitation, ou comprendre d'autres choses d'une façon complètement différente. Mais il va falloir pour ça que, je veux dire, se débarrasser des connaissances. C'est pas que des vieilles connaissances, mais plutôt au contraire des connaissances qui, soi-disant, sont modernes, mais nous entravent, quoi. Et puis, en fait, bon, bah, nous mettent des œillères. On n'a pas, quoi. Et donc, on n'est pas obligé, enfin, pour revenir à la question, on n'est pas obligé de se réincarner. Par contre, je trouve que c'est tellement utile et c'est tellement intéressant de pouvoir jouer des rôles dans différentes circonstances et de connaître tout ce qu'on peut connaître sur Terre, parce que tous les rôles qu'on peut connaître, parce qu'on peut avoir été le mauvais, le bon, et ça évite de juger justement, se dire que bon ben non, on n'a pas toujours été le bon qui pense à la lumière, etc., mais qu'on a pu être aussi autrement, quoi. On a pu être aussi le mauvais, qui n'a pas toujours bien fait les choses. Comme le dit Léa, à un moment donné, ben, elle se dit, ben oui, j'ai pas toujours été la bonne, quoi. Elle dit, j'ai pas toujours bien joué. Elle dit, et au moment où elle dit, ah, je me sens coupable, c'est là où Aura lui dit, mais ça sert à rien. C'est pas ça qui va arranger les choses. Ça va pas t'aider, ça va pas aider la planète, ça va polluer la planète pour rien. Donc, c'est pas la peine. Je veux dire, ce qui est fait est fait. Passons à autre chose, quoi. Je veux dire, maintenant, c'est vraiment aller vers l'avant, aller vers. Mais c'est un petit peu, vous qui faites justement des voyages astro et qui justement a découvert Léa en faisant un voyage astral, on y reviendra peut-être tout à l'heure, Bon, moi je compare toujours les rêves avec les voyages astro, hein, parce que souvent Il y c'est en ce a que... il y en a qui sont du voyage astro, tout à Voilà, fait. Hein. c'est ce que je dis, Ouais. il y a des rêves qui sont, disons, conditionné avec les petites histoires qu'on vit au quotidien, et puis il y a celles où vraiment vous rencontrez, moi bon, j'ai déjà dit dans une émission avec Denis Dorian, je pense, où effectivement je rencontre des personnes que je connais là-bas, mais que je ne connais absolument pas ici. Et vraiment, hein, avec des visages bien précis. Puis avec des détails. Je veux dire, quand on vit les choses avec des détails, quand c'est très vivant, oui. Oui, mais ce que je veux dire par rapport aux rêves dits normaux, où on subit un scénario, et celui où on peut justement contrôler ce qui va se passer, là c'est plutôt des rêves lucides, eh bien je pense que c'est ça. Je pense que c'est arrivé déjà à ce stade de se dire que ici même, si nous sommes... Je dis toujours que si l'au-delà est une dimension, l'incarnation en est une autre. Hein. Nous sommes dans une dimension également. Ça, il faut vraiment se remettre tout ça. La matière, c'est la matière, mais on la sent, on la perçoit, on la ressent. Mais nous sommes quand même dans une dimension. Et je trouve qu'il est maintenant de notre devoir, comme vous dites, d'un petit peu reprendre, même d'aller au-delà du rôle qu'on a, justement. De se dire, ah ben, moi je suis ça, ah, j'ai fait ça dans ma vie. C'est aussi simple de dire qu'il faut se remettre en question, mais c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus subtil en fait. Mais je pense que Je suis ça, mais je suis pas que ça. C'est ça? oui, on peut, oui, on n'est pas que ça. Il y a des gens qui ne vivent que dans leur métier, qui sont que leur travail, qui sont que leur richesse ou leur pauvreté éventuellement aussi. Hein. Et alors justement, la Léa est passée dans des mondes, effectivement, où il y a des personnes qui meurent, mais en ayant
des addictions ou en ayant, par exemple, elle est passée dans un monde, à un moment donné, elle s'est aperçue qu'elle avait du pouvoir. Parce qu'elle s'est aperçue qu'en parlant aux personnes, même après sa mort, en parlant à des personnes qu'elle connaît, les personnes, elle les influençait. Et là, elle s'est dit, attends, j'ai du pouvoir, quoi. Ouais, et puis elle était contente. Mais ce pouvoir, tout de suite, l'a amenée dans le monde du pouvoir, dans un des mondes de l'après-vie. Et là, elle est arrivée auprès de gens, mais c'est un univers assez glauque, parce que c'était des gens qui vivaient que par le pouvoir et qui sont morts sans même s'apercevoir de ce qui se passait, quoi, que de leur vie, quoi. Je veux dire, il y a des gens qui naissent et qui meurent un peu comme un peu de façon robotique. Et là, ces personnes-là, elles étaient vraiment, bon, bah, chacune se décrivait comme ayant aimé le pouvoir, ou ayant aimé l'argent, ou en ayant fait des choses, mais sans se rendre compte même qu'elles étaient mortes d'ailleurs. Et se promenant dans un monde et en se disant, mais il y a quelque chose qui ne va pas, mais elle ne comprenait pas ce qui n'allait pas. Mais enfin, c'était assez. Bon, c'est pas un monde agréable. Hein. C'était pas du tout un monde agréable. Et puis, il y avait un monde aussi de gens qui étaient addicts, mais addicts à des drogues, à des substances chimiques, et qui rêvaient, mais rêvaient enfin, rêvaient leur vie. Et en même temps, à un moment donné, alors Léa dit, mais pourquoi est-ce que je suis dans ce monde-là? Est-ce que je rêve ma vie? Ou est-ce que j'ai rêvé ma vie? Et Ra lui répond, mais oui, comme beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui ont rêvé leur vie, mais qui n'ont jamais accompli leur rêve. Et qui peuvent se retrouver dans des mondes comme les personnes qui prennent ces substances et qui ont des bulles comme ça, où elles ont l'impression de vivre quelque chose, mais où en fait, ça n'est que du rêve, en fait, du rêve, mais un rêve qui ne se réalise jamais, quoi. Ah bon, bah, il faut voir aussi, là aussi, on ne peut pas porter de jugement parce que l'homme qu'elle rencontre là, bah, il a une histoire, et puis il a une histoire où vraiment, bah, il pensait ne pas pouvoir faire autrement. Mais oui, mais ce que vous voulez dire par là, finalement, c'est vrai que les gens, toute leur vie, bah, rêvent justement et d'être riches, et d'être acteurs, et d'être chanteurs, et j'en passe, ou autre, hein, d'avoir peut-être, ou même de vivre dans un autre pays, un pays qui n'auront peut-être jamais l'occasion d'y aller. Mais je pense que c'est aussi ça le message, c'est qu'on passe à côté de plein d'autres choses en se focalisant sur des buts qu'on qu'on n'aura peut-être jamais l'occasion. Alors je dis pas que c'est très beau de rêver, il faut continuer avoir cette âme d'enfant, il faut encore se dire que tout est possible. Et aussi, c'est vrai qu'avec une volonté, on peut peut-être arriver à certaines choses. D'ailleurs, voilà. Là, d'accord. Mais moi, ce que je dis, c'est que, enfin, ce que j'ai vécu là, c'est qu'effectivement, ce sont des gens qui rêvent et qui abandonnent leurs rêves. Et à un moment donné, ils rêvent, ils ont des rêves d'enfants, ils se disent, bon, on va faire ci, on va faire là, etc. Puis à un moment donné, ils s'assoupissent, et puis ils se mettent dans une histoire tranquille, ou pas tranquille, mais ils n'ont pas envie d'en sortir. Ou ils ont envie d'en sortir, mais ils n'ont pas le courage d'en sortir. Parce qu'ils travaillent trop, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que ci, parce que là, peu importe. Parce qu'ils ont une famille, parce que, enfin, ils n'ont pas d'argent. Mais les rêves, je veux dire, ça se réalise. C'est pas une question d'extérieur, quoi. C'est plutôt abandonner non seulement les rêves d'enfant, mais l'idéal qu'on peut avoir. Et c'est là où effectivement on est comme des drogués, c'est-à-dire que on vit dans un monde fictif qui nous plaît plus ou moins, ou qui nous déplaît, ou qui nous plaît, mais bon, mais qui n'est pas satisfaisant. Parce qu'on a oublié l'étincelle qu'on avait. Et c'est là où Léa se retrouve à un moment donné en disant, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Et elle se rend compte que oui, il y a des choses dont elle a rêvé, et puis qu'elle a abandonné. C'est plutôt l'abandon de ces rêves-là, quoi. Ce C'est sont ça. souvent des zones de confort illusoires dans lesquelles les gens Oui, restent et où on malheureusement, n'est ni bien ni mal, quoi. voilà, c'est ça. On n'est pas bien, on n'est pas mal, mais en même temps, c'est pas ça, quoi. Donc, Et de là se créent justement les maladies, les conflits et tout ce qu'on connaît et qui. voilà, tout ce qu'on connaît qui crée qui rend notre vie compliquée, quoi, ou difficile, c'est sûr.
c'est sûr. Alors c'est vrai que le langage, bon, c'est un mécanisme, hein, on va pas faire un cours de langage aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est un mécanisme très complexe dans lequel parfois les gens ont même du mal bah, tout comme moi là maintenant, justement à s'exprimer et puis surtout à communiquer. Et je pense que, alors ce qu'on comprend finalement avec le voyage de Léa, hein, et puis le vôtre finalement qui est le vôtre hein, également, que bah, finalement la Le monde pensée, des lettres, le la, monde des voilà. chiffres, La oui, pensée est c'est magique. immédiate. La pensée est immédiate. Les idées arrivent beaucoup plus rapidement. L'amour, justement, eh bien, peut-être résume à elle seule des logorées qui ne mènent à rien. Je veux dire, on a parfois beaucoup plus d'avantages à regarder quelqu'un dans les yeux, à le comprendre. Vous avez déjà vécu ça aussi sûrement avec quelqu'un ici bas, d'avoir justement une personne en face de vous avec qui vous communiquez par les yeux. C'est une communication d'âme à âme. Là, on est vraiment plus dans le langage. Et pourtant, justement, Léa va découvrir le monde des lettres et des chiffres. Ah oui, Ça, c'est un peu spécial hein, comme chapitre. Hein. oui. J'ai un peu eu du mal. Je vous avoue que j'ai un peu eu du mal. C'est-à-dire qu'en fait, c'était magique, quoi. Parce que le monde des chiffres, on s'aperçoit qu'en fait, ce sont des entités. Et ça, nous, chez les Esséniens, il y a 2000 ans, donc quand on a écrit de mémoire d'Esséniens, on a vécu à cette époque-là en tant qu'Esséniens. Il y a 2000 ans, c'est vraiment un monde qu'on a appréhendé. Mais là, je l'ai encore vu avec une dimension supérieure. Mais déjà à l'époque, je me souviens qu'on nous disait, mais les chiffres sont des entités, les lettres sont des entités. Et si vous les mettez ensemble d'une certaine façon, vous allez créer, par exemple, pour les chiffres, la géométrie sacrée. Mais plus que la géométrie sacrée. Alors, il y a le nombre d'or, par exemple, dont on parle quand on fait des bâtiments. Mais là, il me parle de. Là, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'il parle du nombre de cristal, il parle du nombre de diamants. Et là, voilà, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Je pense que peut-être des géobiologues vont trouver. Ça, c'est peut-être des clins d'œil pour eux ou des clins d'œil pour les personnes qui travaillent avec les bâtiments. Mais, et ça, ce dont je suis persuadée, c'est que dans l'ère qui vient, on est en train de s'apercevoir que, en fait, nos bâtiments pourraient être des lieux de guérison, ne serait-ce que par leur forme, et que si on habitait des espaces géométriques qui soient sacrés, qui soient bâtis d'une certaine façon, en tout cas, en sachant que les nombres sont des entités et que ces entités sont prêtes à nous aider, si on les comprend, si on arrive à collaborer avec elles. Que, comme les animaux, je veux dire, c'est une collaboration. On arrête de vouloir être les maîtres de tout. On est les maîtres de rien du tout. On est une espèce parmi d'autres et on se prend toujours pour le centre de l'univers. Et ça, c'est terrible. Parce que du coup, on passe à côté d'un tas de choses, quoi. Alors que là, dans le monde des nombres, par exemple, si on arrive à collaborer avec eux, on s'aperçoit qu'on peut faire, je veux dire, des objets, n'importe quel objet, c'est fait sur des nombres aussi, et que c'est eux qui maintiennent la structure. Et que donc, s'ils n'existaient pas, mais il n'y aurait pas de structure, il y aurait tout serait complètement, partirait dans tous les sens, en fait. Donc, par chance, ils sont là. Mais maintenant, si on arrive à faire en sorte d'avoir une bonne collaboration, on peut faire des objets qui nous dynamisent. On peut faire même des objets utilitaires, des maisons qui nous guérissent, qui au lieu d'être plombées ou fatigantes, je veux dire qu'on soit dedans comme des havres de paix et qu'on en ressorte dynamisé, régénéré. Ça me paraît une évidence. Et c'est vraiment vers ça qu'on va, quoi. Et dans le monde des lettres, là aussi, ce sont des entités. Et ça, à l'époque essénienne, déjà, on le savait, parce qu'on avait des cours sur la voix de lait. Et ces cours sur la voix de lait, c'était vraiment, on nous montrait, il y avait un enseignant qui nous montrait comment les lettres entre elles, enfin les mises entre elles, les mots par exemple, créaient des mondes, comment les phrases créaient des galaxies. Et en nous disant, vous pouvez créer des mondes complètement distordus ou créer des mondes complètement pacifiques ou complètement lumineux. Ça dépend des mots que vous allez employer. Et les mots, par exemple, et je trouve que Emoto a fait un super travail parce que lui, il l'a montré physiquement, quoi.
Et nous, ce qu'on savait, je veux dire, c'est ce que savent en fait les sages, les anciens, qui savent de façon ancestrale, quoi, je veux dire. Lui a pu le montrer. Et quand il a montré comment le mot amour créait, dans n'importe quelle langue, créait des structures qui étaient belles, et que même si ce sont des structures différentes, et comment le mot haine peut créer des structures complètement différentes aussi, mais toujours déstructurées, c'est là où on s'aperçoit de l'impact du mot, de l'impact du verbe. Alors, si on commence à s'intéresser aux chiffres, si on commence à s'intéresser au peuple des lettres, au peuple animal, si on commence à gérer nos pensées, mais vous vous rendez compte, le monde, comment le monde peut changer, comment ça peut être extraordinaire si on arrête de se juger victime ou bourreau, enfin peu importe, quoi, qu'on arrête de culpabiliser ou de se sentir atteint, quoi, je veux dire, comme une victime. Ben à ce moment-là, je veux dire, les choses vont changer et il faut qu'elles changent pour que le monde s'en sorte. Le monde, c'est nous aussi. Hein. Je veux dire, le monde est nous. Et le peuple animal, et le peuple végétal, et le peuple minéral. C'est évident, je veux dire, mais qu'on arrête de se considérer comme des êtres supérieurs, qu'on se rende compte, en fait, qu'on est vraiment une espèce parmi d'autres. Même si on a, soi-disant, une intelligence. Mais est-ce que notre intelligence, c'est dû à notre cerveau parce qu'on a un cerveau plus gros, plus petit? Je veux dire, ça n'a pas de sens. Et là, c'est important. Ah oui, et puis vous évoquez justement la technologie dans le livre, hein, que comme quoi l'humain n'est pas non plus, ne doit pas être esclave justement de cette technologie qui nous dépasse de plus en plus et qui risque de nous dépasser si on continue à accepter en tout cas toutes ces modifications Et puis ce qu'on transhumanistes, est en train d'essayer avec l'homme, comment on appelle, transhumanistes. Donc, le transhumanisme, par exemple, c'est d'un ridicule. Je veux dire, ça va rendre prisonniers les humains, qui vont être prisonniers des machines, qui vont leur permettre de faire des choses comme une baguette magique. Le jour où il n'y a plus la baguette magique, l'humain n'est plus rien. Ça veut dire qu'en fait, il y a à nouveau esclave, quoi. Et bon, alors c'est vrai qu'il y a des entités qui ont intérêt à ce qu'on soit plutôt soumis à l'esclavage. Ça les intéresse beaucoup. Mais je veux dire, et nous, bon, bah, on est séduit par les propositions que ces êtres-là font, en nous donnant du pouvoir, en nous donnant de l'argent, en nous donnant, enfin, tout ce que vous voulez, qui, en fait, une fois disparu, nous réduit à néant, de toute façon. Et là, c'est important aussi. Et c'est important. Et bon, c'est même quand, dans ce livre, à un moment donné, quand je suis passée dans la terre creuse, pour voir les géants, enfin, où on a vu le peuple des géants, c'était émouvant. Et en même temps, c'était enrichissant dans la mesure où ils nous ont montré, quand à un moment donné, la demande c'était, mais alors qu'est-ce que le peuple, quel est le plus gros obstacle des humains? Et là, en éclatant de rire, ils ont dit, mais la peur. C'est, je veux dire, c'est fou, quoi. Et on se dit, mais oui, on a peur en fait de tout, de tout. Donc, et c'est pour ça qu'on essaie de se raccrocher à des choses extérieures, comme la gloire, comme les honneurs, comme l'argent, comme n'importe quoi d'autre, enfin peu importe, mais parce qu'on a peur. Et j'ai trouvé que c'était beau la façon dont il le disait, parce qu'en même temps, il riait. Euh, c'est pas qu'il jugeait que tout ce qu'on faisait était complètement nul, mais il se disait, bon, bah, ils avaient l'impression de parler à des enfants, quoi. C'est- quelque part, l'humain est alors de par son histoire en tout cas, de ces différentes incarnations durant ces centaines d'années passées. Quelque part, on dirait que c'était un peuple qui finalement, enfin là, je parle vraiment du peuple humain, hein, qui était un peuple finalement qui est né hier. On a l'impression il est à la maternelle de la connaissance, maternelle de... Il est considéré comme ça par les êtres des étoiles. Hein. C'est quand je communique avec eux, bon, bah alors disons que les plus sympathiques vont dire, bon, ils sont à l'école maternelle. Les moins sympathiques vont dire, bon, bah, ils sont un peu comme à la préhistoire dans le mauvais sens du terme. Pas notre préhistoire, mais vraiment, bon, brute, quoi.
Je veux dire, c'est des personnes, je veux dire, il y a le peuple des chats, par exemple, qui est venu parce que leur source et la source leur a demandé de venir. Mais je veux dire, ils n'avaient aucune envie d'être en contact au départ avec les hommes, avec les humains. Ils les considéraient vraiment comme, je veux dire, pas très agréables, quoi. Comme des gens brutaux, comme des gens sans savoir-être. Sans... Et ils ont accepté de venir en disant, bon, ok, on va apprendre l'humilité avec les humains et en même temps, nous, on va leur apprendre ce qu'on peut, enfin leur apporter ce qu'on peut. Mais c'est drôle aussi de s'apercevoir que, bon, il y a un peuple qui est venu et qui parmi les animaux, et d'autres peuples animaux aussi, enfin d'autres races ou d'autres espèces, qui sont venus pour collaborer et nous aider en sachant très bien que ça allait être compliqué, quoi. Qu'avec l'humain, ça n'allait pas se faire tout seul. Mais même les êtres des étoiles veulent nous aider, je veux dire, ou proposent de nous aider, mais pas malgré nous. Et c'est pour ça que si on ne fait pas nous le pas, ben, je veux dire, ils ne vont pas le faire par force. C'est ça l'histoire, quoi. C'est qu'il n'y a pas de. Ils ne vont pas nous obliger à nous en sortir. J'ai toujours une image par rapport à ça, c'est la petite mouche qu'on a envie de sauver de la toile d'araignée, qui est prise dans une toile d'araignée parce qu'elle va se faire bouffer par l'araignée. Mais en fait, c'est ce qu'on aurait envie de faire avec amour. Mais en fait, Oui. on se rend compte que c'est tout le contraire, puisque on empêche quelque part l'araignée, elle, de se nourrir. D'abord son repas. Ah oui. Du coup, on chamboule absolument tout ça parce qu'on a l'impression qu'on fait le bien. Donc le bien est aussi une notion très complexe parce que voilà, il faut vraiment remettre tout en question. Et Ah oui. les êtres justement des étoiles, bah, s'ils veulent nous aider, effectivement, c'est peut-être pas en le faisant à notre place. Ah, mais ils ne le feront pas à notre Non, non, place. Ça, clairement, voilà. clairement, ils ne le feront pas à notre place. Et ils le feront si nous, on fait un pas en avant aussi. Donc, ils sont prêts à nous aider. Mais en même temps, bon, par exemple, Radi, moi, j'ai fait partie des grands enseignants de la Terre à un moment donné, mais en Égypte, on nous a divinisés. Il a dit qu'il n'y avait pas de raison de nous diviniser, mais en fait, ça a été fait comme ça. Et il dit les enseignements qu'on a apportés ont été pris à la mesure de ce qu'étaient capables de comprendre certains êtres. Et il dit, vous êtes sur Terre, vous êtes un mélange extraordinaire de différentes races. Vous avez tous en vous des graines d'étoiles. Donc ça, c'est magnifique aussi parce qu'on se dit, bon, ben ok, on est connectés, on l'a ça. Donc on est tous des graines d'étoiles et des semences d'étoiles, mais en même temps, je veux dire, il y a eu différentes vagues de vie. Et dans ces vagues de vie, bon, ben, il y a eu des créations qui ont été faites plus pour être soumises. Et après, il y a eu un mélange avec tout ça, avec les créations qui étaient plus indépendantes, plus libres, les créations plus soumises, les peuples de telle galaxie ou de telle étoile. Et puis tout ce mélange a fait que sur Terre, il y a maintenant quelque chose d'extraordinaire, c'est que la Terre peut s'en sortir. Si elle s'en sort, elle va être encore plus belle que tout ce qu'on peut imaginer des autres planètes du système solaire, par exemple. Et c'est pour ça qu'elle est convoitée, c'est pour ça qu'il y en a qui aimeraient bien que ça ne se fasse pas, c'est pour ça qu'il y en a qui essaient d'aider pour que ça puisse se faire. Parce qu'on n'a jamais vu autant de diversité sur une planète. Moi, toutes les planètes que je connais, il y a une race qui se ressemble. Je veux dire que j'aille sur la planète Mars, sur Vénus, sur Orion ou d'autres, il y a un type de race particulier. Je veux dire, il n'y a pas de mélange. Ici, on est vraiment le bouquet mélangé. Enfin, on est comme un bouquet de fleurs avec plein de fleurs différentes. Et si on arrive à s'entendre, à ce moment-là, ça va être la planète de l'unité dans la diversité. Et ça, c'est vraiment le rôle de la planète Terre. Elle est venue pour ça. Et c'est ce qu'elle attend, elle aussi, quoi. Je veux dire, le grand corps de la Terre et la grande âme qu'est la Terre, elle attend ça aussi des humains qu'elle a portés depuis si longtemps pour qu'à un moment donné, il y ait ce réveil et qu'on arrête ces dissensions. Notre vie est difficile sur la planète Terre parce qu'on est très différents et qu'on n'arrive pas à se comprendre. Mais c'est ça aussi.
Donc, on est en train de faire ce passage et c'est pour ça que c'est délicat et c'est pour ça que c'est difficile. Mais bon, en même temps, c'est tellement riche, quoi. Je me dis, c'est fabuleux, quoi. Et on va vers des choses extraordinaires. Oui, et puis je pense que la meilleure façon de vivre cette ascension, en tout cas cette évolution, cette prise de conscience, c'est justement pas de se prendre la vague en pleine poire, mais de surfer Ouais. avec et puis voilà, de se dire que oui, les choses sont difficiles, sont lentes, mais qui suis-je moi encore une fois pour dire que ça va pas assez vite à mon goût? Ça, c'est un jugement vraiment propre et c'est souvent ce que j'entends dans l'alternative. Enfin, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais il faudrait que les gens pensent comme ci, pensent comme ça, parce que oui, dans l'absolu, ils n'ont pas tort. Le problème, c'est qu'on ne peut pas changer justement, nous, à notre niveau, toute une population qui a déjà été asservie pendant des siècles. Je pense que ça, c'est pas notre rôle, sinon ça se saurait. Mais je pense que voilà, le but premier, encore une fois, bah, c'est toujours la même rengaine, c'est d'abord se soigner soi-même et, Voilà. et penser ses blessures et pouvoir justement les transcender en amour, en quelque chose de bien. Je dis toujours, la vie, elle est magique. Vous nous le prouvez justement dans ce bouquin, c'est vraiment ça, quoi. C'est ça, quoi. Je veux dire, et en même temps, c'est viral, quoi. Je veux dire, si on se change, mais il y en a plein autour de nous qui changent. Donc, c'est comme, c'est beaucoup mieux que la grippe, hein. C'est beaucoup plus sympathique. Mais en même temps, ça gagne autant. Si ce n'est plus, quoi. Je veux dire, on se change, notre paysage va changer devant nous, physiquement. Et à ce moment-là, je veux dire, autour de nous, les gens aussi vont capter, vont attraper quelque chose, ce quelque chose qui n'est pas du physique, qui est au-delà de la physique, quoi. Et qui va faire que, bah oui, ça se gagne, ça. C'est... C'est vrai que si on comprend que tout est vibration et tout est fréquence, eh bien, changeons de fréquence, élevons notre fréquence et on percevra effectivement un autre Tout monde, à en tout fait. cas une autre réalité, et puis celle qui fera bah, que j'espère que l'humanité bah, n'aura pas à subir et resubir pendant les centaines de siècles prochains tout ce qu'elle vit pour Je l'instant. Et pense voilà. que ça va se faire beaucoup plus vite Mais quand oui, même. mais oui. Mais en même temps, je veux dire, oui. Mais ce qui se passe de négatif pour nous, je veux dire, c'est pas si négatif, c'est la mort d'un vieux monde. Donc en fait, c'est bien. Je veux dire, après tout, on pourrait se réjouir, on ne peut pas continuer sur ce monde-là, c'est pas possible. Je veux dire, quand on voit tout ce qui se passe, on se dit non, ça va là, c'est bon. Je pense que de ce côté-là, on est bien d'accord que pour dire que les gens ont quand même commencé un petit peu à comprendre ce qui se passe. Ah oui, Donc ça, oui, c'est oui. déjà formidable et c'est vrai que c'est rassurant parce que c'est vrai qu'au début, on peut toujours se sentir un petit peu seul dans des cas comme ça, dans des... Ah bah, au début, c'est sûr. Là, Voilà. oui, oui. Mais là, non. Là, on peut plus dire qu'on est seul. C'est plus possible. Mm. Oh, il faut s'interdire de dire qu'on est seul, c'est plus possible. Il y a trop de monde qui en ont marre et qui ont envie de changer tout ça. Et voilà. Mais encore une fois, c'est vraiment se poser des bonnes questions ou même les mauvaises, hein, puisque de toute façon, tout fait sens partout et il y a pas de jugement là-dedans. Voilà, en tout cas, on pourrait parler, je pense, de ce livre pendant des heures et des heures parce que en fin de compte, vous révélez justement, vous mettez en valeur justement tellement de questionnements mais j'ai presque envie de dire que c'est la base. Hein. Ce sont des questionnements qui sont pas, non pas basiques d'un point de vue négatif, mais d'un point de vue essentiel. C'est vraiment l'essentiel qui est dans ce bouquin, sur plus de 200 pages, comme je le répète. Et puis, et vraiment, je me suis. Voilà, je le dis vraiment de tout mon cœur, parce que j'ai pas l'habitude de vendre des carpettes et de vendre n'importe quoi. Donc, vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti. On est vraiment... on pourrait presque en faire un film de ce bouquin-là, hein, parce que... Ah, puis il y a plusieurs personnes qui m'ont dit Ah ça. oui, ça m'a fait un petit peu penser à Nos Solars, mais en version moins chrétienne, pour le coup. Moins, Oui, je suis d'accord. moins manichéenne, parce que voilà, lui, c'était plus... Enfin, Exact. j'ai adoré ce film, mais c'est vraiment très... voilà, très Et c'est vrai que moi, simplifié. ce qui m'a gêné, c'est ce côté un peu le même. Et aussi un autre livre, un film de référence que j'adore et que je conseille à tout le monde de regarder au moins une fois dans sa vie, c'est La Belle Verte. Voilà. Moi,
Je pense qu'il y a quand même quelque chose de ça. Il y a quelque chose de ça. Il y a un petit quelque chose de ça. Voilà, il y a plein de petits messages dans ce bouquin que vous manquerez pas de noter. Et franchement, je dirais même que limite, c'est encore un sujet, un bouquin qui pourrait résumer bien les sentiers du réel. Franchement, oui. Parce que on évoque de tout. C'est un petit peu comme Tolkien, hein, il allait un petit peu dans tous les sens, du minéral, végétal, animal, humain et extra-humain, enfin on peut dire ça comme ça. Finalement, voilà, c'est ça, c'est un petit peu aller voir sur tous les sentiers et le fait de se dire que tout est interlié. Encore une fois, rien n'est séparé, rien n'est cloisonné. Voilà, il y a beaucoup de gens qui cloisonnent malheureusement, mais ça c'est, voilà, encore une fois, selon leur compréhension et selon leur vitesse de compréhension. J'ai mis un certain temps avant de comprendre certaines choses. Et voilà, je ne blâme absolument pas ces personnes. Nous avons tous été aveugles et aveuglés. Maintenant, il est temps de lever le voile sur toutes ces choses, d'enlever ses œillères, disons, égocentriques, et de se dire qu'il y a d'autres possibilités bien plus énormes qu'on ne le pense. En tout cas, grand merci, Anne. Je pense vraiment que... Merci. On peut conclure, c'est vrai là-dessus, parce que, en tout cas, c'est vraiment un bouquin que je conseille vraiment à tout le monde. Hein. Je mettrai de toute façon le lien pour se le procurer aux éditions SOIS, SOIS. Donc, Anne, comment est-ce qu'on peut vous contacter? Comment est-ce qu'on peut vous écrire? Vous avez aussi un site, etc. Par le mail des éditions en général, hein, parce qu'on est beaucoup en voyage. Donc, avec Antoine, c'est vrai qu'on est rarement sur place. Donc, on a un bon secrétariat. Et puis, oui, je confirme. C'est sûr qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions. C'est pour ça qu'on fait des émissions aussi, beaucoup j'en fais, mais voilà. Et c'est pas évident, c'est vrai que... Et puis, vous n'êtes pas que sur Terre non plus. Hein. Donc, vous êtes en plus... Là, on va sortir un reportage bientôt, donc du coup, voilà, il y a beaucoup de choses en même temps. D'accord, ok. Ouais. Ben, en tout cas, ça tombe très très bien d'être venu parler de ce bouquin, je trouve, en fin d'année, parce que je pense que, bon, on a beau dire Noël, Nouvel An, tout ça, ok, des fêtes chrétiennes, mais n'empêche, dans l'inconscient collectif, beaucoup de gens se posent des questions, quand même, se remettent en question, voire dépriment, donc non, ne déprimez pas. Tout ça, ce n'est... Ne déprimez pas. Bah, surtout pas, c'est encore une fois... c'est pas le moment. C'est pas le moment. Dites-vous bien que, voilà, de toute façon, la roue tourne pour tout le monde. Il y a des choses qui vont en bien, en moins bien, mais il y a une raison à tout. C'est très difficile à comprendre. Ça, c'est encore vraiment quelque chose qu'on a du mal à comprendre, nous, les êtres humains, je pense, incarnés. C'est que tout a une raison d'être, que ce soit dans la douleur ou dans le bon. En général, on ne voit que le bon, on se dit, ah, ça, c'est bien. Mais ça, c'est pour moi, voilà. Non, tout a une raison d'être. Je pense que, voilà, il est vraiment... Ben, je vous conseille vraiment ces petites lectures-là, vraiment faciles d'appréhension, hein, voilà, vraiment pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, ou en tout cas le temps de lire, on se laisse happer, on se laisse prendre par l'aventure de Léa, l'histoire de Léa, et puis vous-même, puisque vous l'accompagnez, mais ça, on va ne pas dire trop. En tout cas, grand merci Anne, je le répète, et puis vous êtes de toute façon la bienvenue sur les Sentiers du Réel, hein, vous le savez très bien. Nous, on va se laisser ici et je vais dire au revoir aux auditeurs en leur souhaitant, eh bien, ma foi, de bonnes fêtes et surtout passer vraiment une bonne fin d'année. Encore, dites-vous bien que cette année, ce n'est qu'un nombre magique peut-être, mais un nombre quand même. Le temps n'existant pas, je vous souhaite donc à tous et toutes une très bonne soirée, une très bonne journée, une très bonne semaine. On se dit de toute façon à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter cette vidéo, vous le savez, je ne vais pas vous répéter ça à chaque fois. Gros bisous et au revoir. Ciao, ciao.